Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'experts estivale. Alors on a passé une saison entière de confinement, c'est le printemps et maintenant on passe à l'été. Et l'été, c'est le déconfinement, l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé, d'en tirer des leçons, de prendre l'hélicoptère, de prendre un peu de distance avec tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on va tirer les leçons scientifiques du Covid-19. On va faire cela avec un invité, un professeur de physique de l'ULB et spécialiste de l'histoire des sciences, Pasquale Nardone. Bonjour. Bonjour. Oui. Et tiens, je vais même rappeler que vous avez sorti un livre, parce que vous êtes aussi chroniqueur à l'RTBF, et vous avez mis toutes ces chroniques-là ensemble dans un livre qui s'appelle « 30 objets cachent une science ». Et donc ce livre se trouve encore en librairie, et c'est une bonne manière aussi d'appréhender la vulgarisation scientifique. Alors, à vos côtés, deux experts chroniqueurs. Nous avons tout d'abord Salwa Bonjour, la journaliste en début de carrière, mais qui vient assez souvent dans les experts. Bonjour Salwa. Bonjour Jean-Jacques. Et Samuel Busseret, youtubeur sceptique sous le nom de Monsieur Sam, point d'interrogation. Bonjour. Voilà. Alors donc, on va traiter 3 questions aujourd'hui. On va parler de la vérité scientifique. Y en a-t-il une et une seule? Et puis comment fonctionne la science? On va aussi se demander, à propos des experts qu'on a beaucoup vus dans cette période de confinement, est-ce qu'ils ont vraiment une place dans la société ou est-ce qu'ils ont gagné une nouvelle place dans la société? Et enfin, on va se demander comment on partage le savoir et est-ce que l'enseignement à distance, par exemple, est une bonne manière de partager ce savoir. Mais on commence par la première question, notre premier thème. Qui détient la vérité scientifique? Je vous pose la question, Pasquale Nardone. Est-ce que c'est vous, le grand détenteur de la vérité scientifique? Alors, la vérité scientifique, en fait, va dépendre fondamentalement de la discipline dans laquelle vous travaillez. Alors, ça peut paraître bizarre, puisqu'on a l'habitude de croire qu'une vérité est absolue, unique. Et on parle de la science. Et de la science. Oui. Alors qu'il n'y a pas une science, mais des sciences et des approches différentes. Alors, la vérité scientifique, c'est pour tous les scientifiques, c'est ce qu'on appelle un protocole expérimental objectivable. Vous faites un mélange, autant de grammes d'eau, autant de grammes de sel. Est-ce que oui ou non, il y a un changement de température? Vous mesurez la masse du sel, la quantité d'eau, et vous mesurez la température. C'est objectivable, tout le monde peut faire cette expérience, et vous pouvez la répéter à l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle une vérité scientifique. Et on a comme ça un catalogue entier de données expérimentales vérifiables. Et ça, c'est facile en chimie et en physique. C'est facile lorsqu'on peut contrôler tous les paramètres. C'est-à-dire lorsqu'on est devant une science dite facile ou ancienne, la physique, la chimie. Dès qu'on s'éloigne de cette discipline, on tombe dans des disciplines, par exemple, du vivant, la biologie, la médecine. Là, c'est très difficile de contrôler tous les paramètres, de savoir si effectivement on est la même fourmi, par exemple, lorsqu'on la met au laboratoire, ou si on l'étudie dans la forêt. Et donc là, la science devient beaucoup plus difficile à établir, je dirais, des résultats expérimentaux objectivables et répétitifs. Et donc, on est obligé d'utiliser d'autres techniques, par exemple les techniques statistiques, utiliser en médecine ce qu'on appelle le double aveugle, faire des analyses de probabilité. Et là, la vérité commence petit à petit à s'estomper. Et donc, on a tout un champ comme ça disciplinaire en médecine, où vous allez d'un champ tout à fait scientifique, par exemple l'ophtalmologie, la radiologie, à une médecine beaucoup plus interprétative, la psychiatrie par exemple, dans laquelle il n'y a aucune donnée expérimentable, et où donc là, le médecin donne simplement son avis. Tandis que le physicien ne donne pas son avis. Si on vous dit, voilà, vous jetez une pierre de telle hauteur, eh bien, ce n'est pas l'avis du physicien, c'est le calcul qui va donner le résultat. Et donc ça aussi, c'est un témoignage de ce qu'on appelle la vérité scientifique. Est-ce que le protocole expérimental est accompagné d'une loi qui peut être calculée et qui peut prédire le futur? Mais pendant cette crise du Covid, ce qu'on a vu, c'est des scientifiques qui s'engueulaient et qui n'avaient pas le même avis sur des protocoles ou des vérités scientifiques. Vous avez lancé le mot, ils avaient un avis. C'est-à-dire que leur champ d'expertise n'est pas dans le domaine scientifique. C'est dans le domaine d'une science en devenir, de quelque chose qui est en train de naître. La médecine, disons scientifique, date à peu près du XXe siècle. La physique, c'est le XVIIe. Donc il y a là un champ d'observation beaucoup plus complexe en médecine et en biologie. Et donc, dès que vous avez deux experts qui donnent deux avis différents, ça veut simplement dire que la discipline sous-jacente n'a pas de caractère objectivable scientifique.
Alors, Samuel Busseret, vous qui regardez toujours avec beaucoup de scepticisme tout ce qui se dit autour de la science, comment vous avez vécu cette période-là? Est-ce que vous avez vu aussi ça, ces engueulades monstres? J'ai d'abord été très enthousiaste parce qu'effectivement, tout à coup, le public s'est tourné vers les scientifiques pour un petit peu avoir des réponses. Et puis, on est tombé sur le problème de la temporalité de la réponse scientifique et de la vérité scientifique. Je mets des guillemets parce que, évidemment, le mot vérité est dangereux. Et donc, on s'est retrouvé à demander à tout un tas d'experts d'interpréter la situation, de nous dire quelles étaient nos meilleures chances, quels étaient les meilleurs traitements possibles, etc. Et finalement, ceux qui gagnent la course, ce sont ceux qui présentent le plus d'assurance, le plus de confiance en eux et le plus de solutions prêtes à l'emploi, alors que, et c'est là que l'engueulade se trouvait, d'autres scientifiques, particulièrement les chercheurs dans la recherche, eux étaient plutôt en train de dire attendez, on ne peut pas encore conclure, on n'a pas encore les données suffisantes, on peut pas encore, c'est trop tôt pour avoir des réponses. Mais d'un point de vue politique, il fallait donner des réponses et il fallait agir. Donc ça a été vraiment la foire d'empoigne et je ne suis pas sûr que ce soit le bon camp qui l'ait remporté jusqu'à présent. Alors Salwa Boujou, on a quand même l'impression que dans le monde, on a besoin de certitude. Hein. C'est difficile de vivre dans cette incertitude scientifique. On a besoin de certitude, mais effectivement, qui détient cette vérité scientifique? Si j'avais la réponse, je ne serais pas ici aujourd'hui parce que c'est clairement la question à 1 million d'euros. Ouais. Du coup, comme on l'a dit, le discours des différents scientifiques, on l'a vu notamment dans les médias, était quand même relativement polyphonique, donc on avait des avis divergents. Et moi, je me suis concentrée vraiment sur 2 exemples en particulier pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. C'est par exemple la question de la chloroquine. Donc on avait des études qui nous disaient que c'était tout à fait positif pour cette épidémie qui est le coronavirus et qui est tout à fait dans l'actualité. Et on avait également la question de la deuxième vague. Donc, on avait des études qui nous disaient la chloroquine, c'est positif, c'est négatif, mais on avait aussi cette question de la deuxième vague. Et récemment, on avait donc Yves Van Latten, qui est donc porte-parole interfédérale de la lutte contre le coronavirus et qui a fait beaucoup d'apparitions dans les médias, sur RTL notamment, qui expliquait, je cite, donc, « Je pense que la deuxième vague est écartée pour l'instant ». Il poursuit en disant « Mais personne n'en sait rien ». Finalement. Et là, en consultant la presse ce matin, à ma grande surprise, mais finalement pas très grande surprise, c'est qu'on nous parle des hôpitaux qui préparent une éventuelle deuxième vague. Donc on a quand même des sons de cloche assez différents. Et je pense, notamment vu que je suis journaliste, je le prends d'un point de vue médiatique, c'est que ça va engendrer une incompréhension de la part du public. Parce que on est dans une période de crise avec des personnes qui sont enfermées chez elles, une période anxiogène avec des personnes qui ont même parfois perdu leur emploi. On a besoin de, comme vous l'avez dit Jean-Jacques, de certitude, même si c'est très difficile. En tout cas, on a besoin d'un son de cloche qui soit peut-être global, même si j'entends tout à fait que ce soit relativement complexe, avec la science qui est quand même assez évolutive. Et ici, ce qu'on a demandé, c'est quand même une prouesse. On mobilise des savoirs dans un contexte d'urgence sanitaire et on demande à des personnes qui sont tout à fait compétentes, mais de travailler très rapidement. Et je pense que du coup ça peut nourrir parfois des théories conspirationnistes, une certaine défiance aussi envers le monde scientifique, mais également des questions qui restent sans réponse, donc notamment le fait de pourquoi est-ce qu'on est déconfiné si vite après avoir eu aussi peur et être resté chez nous pendant 2 mois, et d'autres questions qui concernent par exemple le masque. Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus le mettre tout d'un coup? Beaucoup de questions, mais restons un peu sur la science. Cet aspect de la complexité de la recherche et de ne pas pouvoir donner de réponses claires parfois, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous inquiète, vous en tant que scientifique? Non, c'est le travail de recherche, poser une question et se mettre au travail. Et en plus, cultiver le doute, ne jamais être certain, d'où la nécessité de retourner aux expériences. Il n'y a que la nature qui donne la réponse. Et au modèle calculatoire qui permet de dire, si oui on a raison, eh bien on va pouvoir prédire ce qui va arriver. Dès que vous avez, comme on l'a entendu, 2 experts qui donnent 2 avis différents, c'est qu'il n'y a pas de base scientifique. Mais la population a envie d'un savoir, je dirais, d'avoir des affirmations. C'est oui ou c'est non. Et là, effectivement, un scientifique raisonnable dira « je ne sais pas ». Et le politique ne peut pas accepter ça. Donc on va choisir des scientifiques qui vont dire « je sais » et voilà la réponse. Ce que pour un scientifique n'est pas valable. Reprenez par exemple d'autres sujets comme la psychiatrie. Lorsqu'on vous demande est-ce que vous êtes responsable de vos actes et qu'un premier comité répond « oui, il est responsable de ses actes » et il va être condamné donc à 30 ans de prison, un deuxième comité d'experts va conclure tout à fait l'inverse et à ce moment-là il sera hospitalisé. Vous voyez, et c'est un jury populaire qui va déterminer.
la conséquence. Ce qui veut bien dire que la psychiatrie dans ce champ-là n'est pas scientifique. Parce que si vous demandez à un physicien est-ce que oui ou non je vais aller sur la Lune avec tel type de roquette, il ne va pas vous dire, un groupe va vous dire oui et un deuxième non. C'est parce qu'en physique, en chimie, on a des certitudes, des vérités scientifiques établies de façon expérimentale. Ce qui n'est pas le cas en médecine. Par exemple, les médicaments ne sont pas calculés. On tâtonne et on regarde si ça fonctionne. Et peut-être 10 ans plus tard, comme pour l'aspirine, on sait pourquoi ça fonctionne. Et comme on est dans l'urgence vis-à-vis d'une souffrance d'une population, le médecin doit agir avant spécialement de comprendre. Et c'est ça la différence entre un médecin praticien et un chercheur en médecine, ce qui n'est pas la même chose. Mais ça nous amène à la deuxième question, finalement, c'est sur le rôle de l'expert. Quel est le rôle de l'expert? C'est ça notre deuxième question. On l'a déjà un petit peu, on y a touché un petit peu là ensemble, mais est-ce que l'expert est la personne vers laquelle on doit se retourner d'office pour toutes les décisions? Disons que ça dépend dans quel champ vous vous trouvez. Je peux comprendre que le politique a envie de faire appel à un expert pour essayer de valider en fait les conclusions que lui va prendre. Vous voyez ? Donc ça, c'est un schéma, je dirais, triangulaire complexe. Le politique va prendre une décision, par exemple ici de confiner parce qu'il n'y a pas de masque, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Pour ça, il va avoir besoin d'une justification médicale. Il va demander aux experts et il va choisir l'expert qui va lui aller dans son sens, puisqu'il n'y a pas de règles prédictives. Vous voyez ? Donc l'expertise, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est pour ça que, même dans recherche scientifique, lorsque vous publiez un article, on vous demande en fait par qui vous êtes payé. Parce que, en fonction des subsides que vous recevez, vous allez peut-être avoir une expertise un peu biaisée dans un sens. C'est une bonne question, ça. Bien entendu, savoir plutôt qu'une autre. Savoir conflits d'intérêts ou pas. Absolument. Et vous êtes obligé de signer, surtout en médecine, vous êtes obligé de dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts dans l'auteur numéro 1 par rapport au sujet de recherche dont il s'occupe. Donc c'est un critère important. Samuel Busseret ? Oui, c'est vraiment cette question de l'expert et du conflit d'intérêts, c'est ce qui attire en premier le regard du public, parce que ce sont des repères assez faciles, ce sont les repères qu'on retrouve dans les films, dans la presse, etc. Il suffit de s'adresser au grand scientifique qui va sauver le monde. On a vu avec Didier Raoult l'engouement, etc., la starification. Mais en réalité, quand on pénètre un petit peu dans le monde scientifique, la place de l'expert, elle est celle d'un expert parmi les experts. Autrement dit, s'il présente quelque chose qu'il affirme être vrai, il doit au moins réussir à convaincre ses collègues. C'est la moindre des choses. Si ce n'est pas le cas, il faut garder un doute. Et le conflit d'intérêts, qui est une espèce de feu rouge sur lequel bondit le public, en réalité n'est pas un des problèmes les plus importants des publications scientifiques. Il y a une étude d'ailleurs qui montre qu'on a à peu près 20% d'avis plus favorables quand il y a conflit d'intérêts pour un produit testé. Ça veut quand même dire qu'il y a 80% d'avis qui sont relativement honnêtes et sincères. Quel est le problème des publications scientifiques ? Le problème des publications scientifiques, par exemple, pour moi, un des plus gros, c'est ce qu'on appelle le biais de publication. C'est-à-dire, on ne publie que les résultats positifs, par exemple. On va avoir tendance à éviter de publier les résultats négatifs parce que c'est pas... ne marche pas, on ne publie pas. Voilà. Il y a tout le système des publications scientifiques avec ces revues extrêmement onéreuses, la difficulté d'accéder aux publications. Enfin, c'est très complexe. Mais le conflit d'intérêts, ce n'est jamais qu'un petit avertissement à un peu plus vérifier ce qui a été dit. C'est certainement pas un critère d'exclusion de ce qui a été dit. Revenons sur le rôle de l'expert, Salwa. Bonjour, vous disiez tout à l'heure les masques. On a dit, à un moment, des experts disaient il faut que tout le monde porte des masques, d'autres disaient non, peut-être pas tout le temps. On ne voyait plus très clair, même entre les experts eux-mêmes. Voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, une dimension assez divergente du point de vue des avis. Et donc ici, avant de parler du rôle, je pense que c'est important de situer la place, en fait, qui est, à mon sens, de ce qu'on a vu durant cette pandémie, très importante des experts dans les médias, avec nous les journalistes, mais aussi pour conseiller les chefs et chefs politiques. Donc pour formuler des recommandations, des conseils en matière d'hygiène, de sécurité, donc ça c'était quand même primordial. Et je pense que dans une démocratie, le micro ne doit pas seulement être tendu aux experts scientifiques. Et je pense que ça a été fait cette fois-ci, c'est que donc on a réuni des groupes de travail et il est absolument essentiel que dans ces groupes de travail, on retrouve et des personnes scientifiques, mais aussi d'autres acteurs de la société, des personnes qui sont spécialisées en économie, pour voir si les mesures qui sont recommandées justement par les scientifiques sont adaptables à la société en fonction de la conjoncture économique, et aussi des acteurs sociaux, parce que comme on l'a dit régulièrement durant toute cette pandémie, c'est que c'est une pandémie qui nous a touchés, nous, les êtres humains. L'être humain est au centre de toutes ces questions scientifiques. Justement, est-ce que vous êtes d'accord que ce rôle d'expertise ne doit pas être réservé aux scientifiques ?
Ah, oui, bien entendu. Je veux dire que dans la culture scientifique, c'est la culture du doute, on ne peut pas satisfaire des politiques. On ne peut pas. On a soulevé le problème de l'économie. L'économie n'est pas une science. Il n'existe aucun modèle prédictif en économie. C'est un point de vue. Et donc, c'est une démarche qui est fondamentalement politique et sociale. Et donc, l'expert, il y a des milliers d'experts, mais comme toutes ces disciplines sont fondamentalement différentes, vaut mieux les mettre toutes autour de la table, parce que c'est aux politiques de prendre une décision. Ici, c'est un peu... Le politique a utilisé l'expertise pour camoufler probablement une impossibilité de gestion de cette crise. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais je veux dire, oui, à la question qu'on m'a posée, oui, il faut réunir le plus de monde, puisque vous avez entendu d'autres philosophes qui ont dit, mais pourquoi s'inquiéter? Les vieux doivent mourir, où est le problème? Pourquoi arrêter toute la société? Mais il faut un philosophe aussi. Oui, bien entendu. C'est une question fondamentale. Pourquoi est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Pourquoi faire tout ce cinéma pour une personne qui va sortir de l'hôpital à 102 ans? C'est une question fondamentale. Et dans notre société, ce n'est pas aux physiciens à répondre à cette question, mais aux moralistes, aux philosophes, aux hommes de droit. À toute personne, d'ailleurs, il ne faut pas spécialement de qualification pour répondre ou donner son avis. Alors, vous qui faites de la vulgarisation, notamment sur les médias audiovisuels, est-ce que vous avez l'impression de sortir de votre rôle de scientifique quand vous vous adressez au grand public? Est-ce que le discours est différent? Oui, le discours est fondamentalement différent parce que dans le débat scientifique, il y a débat. Et donc le débat se passe avec un vocabulaire particulier qui est le vocabulaire scientifique. Par exemple, en physique, vous ne faites pas un débat oral, vous êtes au tableau avec des équations, puisque tout est écrit, tout est prédictif et tout est calculatoire. En médecine, c'est plus compliqué. En politique, ce sera autre chose. Quand vous faites de la vulgarisation, vous devez ramener le maximum d'informations en un minimum d'informations que vous estimez être vitales. Et ça, c'est le travail de collaboration entre un scientifique et un journaliste. Souvent, les questions qui intéressent le scientifique n'intéressent pas le journaliste. C'est pour ça qu'il faut cette expertise-là. Tandis que le journaliste, il a d'autres questions assez importantes. Et c'est dans cette interaction-là que le scientifique peut se rendre compte qu'est-ce qui touche vraiment le public en termes de questions scientifiques. Et donc essayer, en utilisant 3-4 mots, pas plus, en essayant de synthétiser. Généralement, en radio, on n'a que 4 minutes. En 4 minutes, est-ce qu'on peut apporter une information, aussi petite soit-elle? Et cette information, on espère qu'elle sera diffusée, qu'elle va enrichir la réflexion du public. Et c'est en ça le rôle du vulgarisateur, c'est d'essayer de capter l'essentiel, de laisser de côté tous les autres débats compliqués, mathématiques et autres, pour revenir à quelle est l'information qui serait intéressante à donner d'après le journaliste et d'après le scientifique. Salwa, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien justement, je voulais souligner l'importance du rôle de vulgarisateur et de vulgarisatrice qu'ont les scientifiques, notamment dans les médias. Et justement, ce qui semble très important, c'est d'avoir ces capacités de vulgarisation et de ne pas employer des mots jargonneux en arrivant sur un plateau. Et là, du coup, on multiplie les compétences. On a des compétences scientifiques, tout un savoir qu'on apporte avec nous, un background, mais également plein de compétences communicationnelles. Et je pense que, justement, avoir ce type de profil à la télévision, et quand on a des visages encore fort sympathiques, ça rassure le public. Vous êtes d'accord, Samuel? Je suis tout à fait d'accord, et si je pouvais justement vulgariser la situation, je crois que le plus simple, ce serait de dire que c'est la rencontre entre l'eau et le feu. On a d'un côté les scientifiques dont le métier est presque de douter, et de l'autre, on a les politiciens dont le métier est de surtout pas montrer qu'ils doutent. Ils peuvent pas montrer qu'ils savent pas un truc. Et donc, c'était inévitable que ça soit un peu la pagaille. Oui, mais ça n'a pas si mal fonctionné finalement. Je voulais rajouter l'expérience faite cette fois-ci par nos collègues psychologues, qui est encore une science non expérimentale. Il n'y a pas d'expérience, ou très très peu, mais il y a quelques phénomènes. Et il y a un phénomène très intéressant, c'est que vous êtes d'autant plus sûr de ce que vous affirmez que vous ne connaissez pas le sujet. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que l'assurance permet de camoufler le fait que quand vous connaissez quelque chose, vous avez plutôt des doutes. Quand vous ne savez pas, vous y allez beaucoup plus franco. Et il y a aussi la règle qui dit qu'on met beaucoup plus d'énergie à dénoncer quelque chose qui est faux qu'à prouver que quelque chose est vrai. Donc il y a quand même pas mal de règles comme ça. Je vous propose de passer à notre troisième thème, à la troisième question. On va parler d'enseignement. Est-ce qu'on peut enseigner à distance et est-ce qu'on peut tout enseigner à distance? Est-ce que vous, par exemple, la physique, vous l'enseignez à distance? Alors j'ai été obligé, évidemment, dans cette période de confinement, donc j'ai utilisé aussi YouTube, d'autres programmes. J'ai dû basculer d'examens typiques sur feuille pendant 4 heures d'écriture, etc., à des QCM, questions à choix multiples. Et
on sait très bien que c'est complètement inapproprié. Par exemple, nous sommes dans des sciences dites fondamentales et expérimentales, donc on doit avoir du laboratoire. On ne peut pas faire du laboratoire à distance, ça n'a aucun sens. Donc par exemple, le laboratoire, c'est une contrainte intéressante qui permet de mettre en évidence chez les étudiants le fait que la nature répond à la question qu'on lui pose et de mesurer cet objet. Vous ne faites pas ça chez vous derrière un écran de TV ou un écran d'ordinateur. Donc non, on ne peut pas tout enseigner à distance. Maintenant, il y a un intérêt quand même à cette pratique, c'est qu'on peut adapter son horaire, ce qui n'est pas le cas lorsque vous donnez cours en présentiel. En présentiel, le cours, typiquement chez moi, c'est de 10 à midi. Si vous êtes là avant 10 heures, il n'y a pas cours, et après-midi, il n'y a plus cours. Donc là, par contre, l'étudiant peut reprendre la vidéo et la revoir à l'aise. Donc les étudiants qui travaillent, qui ont un job, ou ceux qui sont malades, ou que sais-je, peuvent revoir. Donc il y a eu quelques aspects bénéfiques. Et vous allez les garder pour la rentrée ? Bien sûr, bien sûr, on va garder. Il y aura un peu des deux alors. Il y aura les deux, c'est-à-dire que la majorité des enseignants à l'ULB, en tout cas en faculté de médecine et en faculté des sciences, ont opté pour le présentiel. Maintenant, on verra en septembre qu'est-ce qui arrivera, puisque malheureusement on ne peut pas prédire ce qui va arriver, puisque ce n'est pas une science expérimentale. Et donc, mais la majorité préfère le présentiel parce qu'il y a une dynamique qui s'installe, indépendamment maintenant du laboratoire, qui est une évidence. Je veux dire, vous ne faites pas de dissection, par exemple, de la grenouille, si vous n'avez pas de grenouille et si vous n'avez pas d'outils. Donc, ça n'a aucun sens de faire ça à distance. Mais même dans l'aspect délivrer une leçon, il y a un aspect dynamique de type théâtral qu'on n'a pas derrière une caméra. C'est plat une caméra, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de distance. Vous avez dit que vous allez quand même en garder quelque chose, vous allez quand même le faire. Ah oui, puisque j'ai tout enregistré, et donc je vais garder ça servira aux étudiants. Absolument. Salwa Boujour, peut-être le point de vue de l'étudiant, il n'y a pas si longtemps vous étiez encore étudiant. Oui, voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, moi j'ai la chance d'avoir deux points de vue aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas si longtemps je sortais des bancs de l'université, mais aujourd'hui je suis aussi assistante chargée d'exercice. Alors du point de vue des étudiants, je pense que c'est quand même hyper important de souligner que certaines personnes seront toujours privilégiées par rapport à d'autres. Et on a constaté la présence de la fracture numérique. Pour pouvoir avoir cours de chez soi, eh bien, on a besoin d'un ordinateur, d'une très bonne connexion Internet, d'un espace où étudier. On l'a vu dans les médias, il y avait des jeunes qui n'avaient pas ne serait-ce qu'un bureau avec une chambre calme pour pouvoir se concentrer. Vous avez parlé d'une dynamique. On pourrait peut-être aussi constater un décrochage plus important, parce qu'on est, comme vous l'avez dit, devant un écran, c'est plat, il n'y a pas de contact humain, parce qu'on reste des individus, des êtres humains. Et c'est passif. C'est passif. Et est-ce que les étudiants ont vraiment envie de rester devant leur ordinateur pendant X minutes, X heures? Je pense que c'est complexe. Je pense que c'est vraiment complexe. Après, il y a évidemment, comme on l'a dit, le confort de pouvoir rester chez soi, d'adapter son horaire, mais ça reste quand même relativement complexe, en tout cas sur le long terme. Après, moi, je connais beaucoup d'étudiants qui ne vont pas au cours aussi. Qui ne vont pas au cours, donc, pour eux, c'est plutôt bien, les cours à distance. Mais on se retrouve confronté vraiment à un planning différent, avec des horaires différents. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont raté. Après, ici, comme on l'a dit, il y a des podcasts, etc., mais qui ont raté la réunion et qui ne comprenaient plus. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont laissé tomber. Alors, de votre côté, Samuel Busseret ? En tant que youtubeur, je triche un peu, forcément. J'ai moins la platitude à l'écran, on va dire, puisque je suis entraîné. Mais c'est vrai que dans l'audiovisuel, on voit arriver comme ça une demande croissante d'améliorer ce format. Les gens font appel à l'aide à des professionnels pour est-ce qu'on ne peut pas améliorer l'éclairage ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une petite régie qui va me faire un petit montage, des petites alternances de vidéos, des petits titrages. Et tout ça, ça dynamise. Je crois en fait qu'on a juste découvert le potentiel de nos outils et que maintenant, on va progressivement s'y intéresser beaucoup plus qu'avant. Pour ça, je trouve ça positif. Oui, mais il manque quand même le langage non verbal. Quand vous êtes dans une classe d'étudiants qui suivent un exercice, alors effectivement, si on utilise une interface ordinateur avec possibilité de parler, de voir son assistant en caméra, on peut lui poser une question. Dire voilà, l'exercice 3, je n'ai pas compris, comment ça se fait. Il y a alors une intervention possible entre l'assistant et l'étudiant. Mais ça n'est pas communiqué à l'ensemble. Quand vous êtes dans une classe, par exemple, les autres écoutent, voient les difficultés, n'ont pas osé, eux, poser cette question que l'autre a posée. Et ils avaient les mêmes difficultés. Donc la communication non verbale est assez importante. C'est pour ça que je parlais de l'aspect théâtral du cours. Et le fait que s'exprimer devant un tableau fait aussi appel à la nécessité de s'exprimer de façon corporelle, de façon verbale. Vous utilisez beaucoup. Oui, italien, c'est fichu. Voilà. Mais c'est quelque chose, on avait parlé de fracture numérique, c'est effectivement une fracture numérique doublée d'une fracture de cette possibilité de s'exprimer à travers une caméra et un micro.
Et donc ça va être complexe si on étendait ce champ à tout, quoi. Merci en tout cas à vous trois d'avoir discuté un moment, d'avoir réfléchi ensemble sur les leçons scientifiques à tirer du Covid-19. Samedi prochain, on tirera les leçons en matière de consommation avec Jean-Philippe Ducard. D'ici là, passez un bon week-end. Au revoir.